Madame la présidente, mesdames, messieurs, chers collègues, merci de me laisser la parole pour cette intervention liminaire au nom de notre groupe. François Sauvadet, président du groupe, m'ayant chargé de cette mission, j'accomplis bien volontiers. Je voudrais d'abord me réjouir au nom de notre groupe de ce que, enfin, nous nous retrouvions à Besançon. Vous avez anticipé, Madame la Présidente, un certain nombre de remarques sur cette situation, puisque vous avez commencé votre propos liminaire sur ce sujet. Il aura fallu 5 ans, pour que vous teniez une promesse que vous aviez faite de faire vivre le site de Besançon à l'échelle de la région tout entière. Vous vous étiez engagé à ce que des assemblées régionales, des réunions de commissions puissent se tenir dans cette ville. Et en tout et pour tout, nous avons eu droit à 4 réunions de commissions permanentes, 2 au début du mandat, c'était sans doute pour donner l'illusion que vous n'aviez pas oublié les promesses faites pendant la campagne, et 2 en 2019, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des travaux dans la salle des séances de Dijon et que donc vous aviez besoin d'une salle de substitution. Eh bien, nous nous réjouissons que, conformément à la demande qu'un certain nombre de nos collègues du groupe, élus par ailleurs de cette ville, ont pu vous faire, nous nous retrouvions enfin ici. Permettez-moi tout de même de souligner la singularité, même si je m'en réjouis, parce que c'était important que nous l'entendions, de la présence de Madame le maire. Ça ne devrait même pas être quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, comme nous ne sommes jamais venus ici en séance plénière, eh bien vous invitez le maire. Cette ville est aussi le siège de la région. Ça paraît aussi baroque que si vous invitiez M. Rebsamen pour venir exceptionnellement à Dijon. Donc si je me réjouis de la présence de ma collègue maire de Besançon, elle montre bien que nous sommes dans l'exception. Et je pense que pour l'avenir, ça n'est pas ce qu'il nous faut. Il faut que ce territoire, Besançon et la Franche-Comté tout entière, se sentent enfin pleinement représentés dans nos institutions. Il convient en particulier que nos commissions permanentes puissent se tenir ici systématiquement et qu'elles soient ouvertes au public et à la presse, car nous y manions des centaines de millions d'euros dans le huis clos. Et ça n'est pas conforme, et je pense que nous pourrions nous retrouver là-dessus, à l'idéal démocratique que nous pouvons partager. Nous avons besoin que la Franche-Comté se sente pleinement associée à la marche de la région, alors que lorsque vous interrogez les acteurs de terrain, ils ont le sentiment que la fusion s'est faite aux dépens de leur territoire. Nous avons donc besoin de donner de l'air à la Franche-Comté. Nous avons besoin de faire en sorte que notre siège à Besançon vive. Et nous avons sans doute aussi besoin d'imaginer d'autres dispositifs. Car je vous entends très critique sur l'État centralisateur, mais pourquoi ne serions-nous pas capables nous-mêmes de décentraliser et de donner la possibilité aux élus de Franche-Comté dans cette assemblée régionale de pouvoir décider sur un certain nombre de dossiers qui intéressent la Franche-Comté. Nous sommes en capacité d'imaginer des dispositifs qui n'existent pas aujourd'hui pour que les Comtois se sentent pleinement représentés et qu'aujourd'hui, la Franche-Comté qui se sent déclassée par rapport à la Bourgogne, alors que la Bourgogne elle-même ne se retrouve pas dans cette fusion, j'entends la Nièvre, mais on en reparlera si vous voulez, mon cher collègue, qu'elles se sentent pleinement investies. Et nous ne pouvons pas, je suis très heureux de motiver votre majorité, que je sens pleine d'allant pour les combats à venir. C'est sans doute parce que cette salle qui nous accueille porte le nom d'un fameux lutteur, mais je suis prêt à la lutte avec la majorité, sans difficulté, surtout quand il s'agit d'assurer l'équilibre des territoires, et la Franche-Comté en a plus que jamais besoin. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui, vous l'avez rappelé, quelques sujets majeurs, même si la session sera assez courte. Sujets majeurs parce que nous devons à la fois prendre en charge les difficultés de la crise épidémique, ces difficultés et ces conséquences humaines et économiques, sociales, mais également préparer l'avenir. Je reviendrai donc sur les dispositifs d'urgence qui tendent à ne plus l'être
autant, puisque la situation dure, vous l'avez rappelé à juste titre, mais également sur la philosophie générale de la préparation du CPER, car il ne faut pas simplement regarder les orientations sur lesquelles, bon an, mal an, nous pouvons nous retrouver sans difficulté, mais la façon dont les choses sont en train de se préparer dans la relation qui se noue entre l'État, la région et les autres collectivités. Parce que c'est bien ça, l'enjeu du CPER, c'est d'avoir une vision partagée sur le territoire. Un mot sur les efforts que nous consentirons bien légitimement vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, notamment d'acteurs de l'économie, pour commencer. Je voudrais simplement vous dire, au nom du groupe, et vous refaire cette remarque que nous avions déjà faite sur la question des avances remboursables. Ça me paraît être une remarque nécessaire. Vous semblez vous satisfaire de ce que 40% de l'enveloppe ait été consommée. Mais ça n'est pas une réussite dans la situation actuelle. Et je pense qu'il faut en trouver la raison dans une situation que nous ne pouvons pas méconnaître, c'est la fragilité des entreprises qui doivent recourir à des dispositifs d'aide dès lors qu'elles savent qu'à un moment donné, elles devront, alors qu'elles sont exsangues, les rembourser. Vous avez dit tout à l'heure, et je vous rejoins, que des prêts, même à taux zéro pour les étudiants, étaient assez scandaleux. Eh bien finalement, si l'on considère que les entreprises aujourd'hui ont un rôle éminent dans le maintien de notre tissu social, dans la vie elle-même, alors nous ne pouvons pas charger leur barque. Vous savez très bien ce qui va se passer. Quand nous sortirons enfin, parce qu'il faut en garder l'espoir, de cette crise épidémique, quand les aides publiques vont s'amenuiser, car ça viendra forcément un jour, nous ne pouvons pas, hélas, les imaginer sur un temps très long dans la situation financière de notre pays. Eh bien, nous allons avoir une difficulté terrible pour ces entreprises dont certaines ne pourront pas rembourser les aides que nous leur aurons consenties sous forme de prêts, que ce soit les prêts garantis par l'État, mais également les avances remboursables consenties par la région. Je vous mets donc en garde sur ce sujet, comme l'État doit lui-même être mis en garde sur ce sujet. Nous avons une extrême fragilité et les entreprises qui aujourd'hui consentent à demander ces prêts, hélas, ne savent pas du tout dans quelles conditions elles pourront les rembourser demain. Je ne veux pas alourdir mon propos par trop de chiffres, on y reviendra si vous le souhaitez. Vous savez, comme moi, quelle est la situation du monde de l'entreprise en ce moment. Nous avons eu en 2020 une baisse qui peut paraître paradoxale du nombre de procédures collectives devant les tribunaux de commerce. C'est 37% de redressement et de liquidation en moins l'année dernière sur le plan national. Pourquoi? Et vous le savez très bien, parce qu'il y a des aides de l'État qui maintiennent à flot ces entreprises qui, sans cela, par le jeu naturel de l'économie, auraient cessé leur activité et peut-être d'ailleurs en auraient recréé d'autres derrière. Donc nous allons avoir, parce que ces entreprises auront du mal à survivre, elles sont comme en équilibre, en apesanteur, grâce aux aides de l'État. Elles risquent donc de ne pas sortir de la crise et pouvoir survivre très longtemps à la fin de ces aides. Et nous aurons en plus d'autres entreprises fragilisées par la crise elle-même, qui auraient très bien vécu sans cette crise et qui vont, hélas, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais nous connaissons leur situation, risquer un dépôt de bilan ou du moins un redressement. Donc nous ne pouvons pas surfragiliser ces entreprises et nous vous demandons une nouvelle fois que ces avances remboursables soient reconverties. Il nous semble qu'il faut les reconvertir pour abonder d'autres fonds. Vous consentez enfin à créer un fonds d'aide au loyer. Très bien. Nous avons fait la demande depuis des mois et des mois. Donc nous sommes satisfaits. Mais allez là-dessus. Allez sur les aides au loyer et n'allez pas sur les... Attendez, chers collègues, allez sur les aides au loyer et n'allez pas sur les avances remboursables parce que vous fragilisez les entreprises avec les avances remboursables. Il y a d'autres mécanismes à imaginer que ce mécanisme-là qui, sous couvert de dire qu'on aide, fragilise en réalité à moyen terme. Sur les étudiants, je ne peux pas ne pas en dire un mot parce que la situation, nous la connaissons tous. Nous côtoyons tous des étudiants, nous savons dans quelle situation ils se trouvent. Tout ne dépend pas de la région, bien évidemment. Et c'est d'abord à l'État de prendre ses responsabilités. Et c'est notamment à l'État de nous dire pourquoi.
Alors qu'on fait confiance à des enfants de 3 à 17 ans qu'on laisse dans le milieu scolaire, on ne fait plus confiance aux étudiants pour lutter contre la crise épidémique. Il y a là quelque chose que les étudiants ne comprennent pas, et on comprend, et on partage avec eux le sentiment de ce scandale. Bien sûr que des aides pécuniaires peuvent être utiles. Nous avons, hélas, des situations absolument abominables, ne serait-ce que parce que souvent, des étudiants finançaient leurs études avec des petits boulots dont la rétractation du milieu économique les prive aujourd'hui. Mais l'aide pécuniaire ne peut pas, là aussi, nous contenter seulement. Parce que la situation des étudiants est bien plus complexe que cela. Ils veulent d'abord reprendre les cours. L'État nous dit on ne peut pas avec les conditions de locaux actuels, qui seraient favorables à la propagation épidémique. Vous avez rappelé que certaines collectivités peuvent s'engager. Je pense qu'il serait utile que la région puisse lancer une grande concertation auprès notamment de toutes les villes qui possèdent soit une université, soit des antennes décentralisées ou des formations supérieures. Elles sont nombreuses, j'en sais quelque chose à Châlons, pour que sur un plan coordonné, nous puissions, par l'intermédiaire de la région, proposer à l'État d'être une région test pour la reprise des cours dans des conditions épidémiques tout à fait acceptables et régulées. Ça peut passer par des installations de purificateurs d'air, d'autres régions l'ont fait pour les lycées, nous n'avons pas fait ce choix, mais toujours est-il que ce système existe. Ça passe aussi sur le dédoublement des cours par des locaux supplémentaires. Oui, ce sont des questions d'infrastructure, mais il me semble que nous serions dans notre rôle si nous prenions aujourd'hui ce bâton de pèlerin pour lancer cette concertation et proposer à l'État de desserrer la contrainte. Enfin, on ne peut pas accepter que des étudiants passent des semaines à parler uniquement avec leur ordinateur pour regarder les visios, même parfois d'ailleurs sans l'image, car nous avons des exemples de professeurs qui donnent des cours uniquement par la voix. Imaginez ça! Mais personne ne tolérerait ça. Personne ne tolérerait ça. Donc, il y a évidemment un enjeu énorme sur le plan humain et sur le plan de l'avenir des jeunes, des 75 000 étudiants de notre région. Je voudrais dire aussi que ces enjeux, vous les connaissez. Il y a la question des stages. Aujourd'hui, il était déjà compliqué avant la crise d'en trouver. Il devient surcompliqué aujourd'hui de pouvoir trouver des stages. Il est impératif, et vous nous direz si vous le souhaitez, quel est votre avis sur le sujet, que notre institution régionale puisse ouvrir très largement ses portes, elle et ses satellites, bien évidemment, pour pouvoir accueillir au maximum des stagiaires, parce que c'est vraiment, passez-moi l'expression, une galère pour les étudiants aujourd'hui pour trouver des stages. De la même façon, nous pourrions imaginer que la région accompagne les entreprises pour l'accueil des stagiaires par des aides forfaitaires, là aussi pour les encourager. C'est vrai qu'elles sont frileuses pour beaucoup. On le comprend, on le conçoit. Mais sans doute avons-nous, et là nous serions dans notre compétence, me semble-t-il, une aide à imaginer pour les entreprises qui accepteraient ce défi. Peut-être aussi faut-il imaginer l'extension du dispositif Ticket Mobilité qui existe pour les salariés, les apprentis, et le développer là aussi à l'adresse d'un certain nombre d'étudiants. Et enfin, des solutions de mise en place de cours de soutien et de tutorat pourraient, elles aussi, être initiées par la région. Ce sont quelques idées que notre groupe se permet de vous faire, parce qu'elles nous semblent être proches aujourd'hui d'une réalité qui est dramatique pour nos jeunes et qui est surtout très préjudiciable pour leur avenir. Je ne reviendrai pas sur la campagne de vaccination, favorable pour ma part à une totale liberté en la matière, il faut le rappeler. Il n'en reste pas moins qu'il est de notre devoir d'accompagner les personnes qui souhaitent se faire vacciner. Vous avez rappelé le souhait qui est le vôtre de pouvoir conventionner avec les EPCI pour imaginer des dispositifs d'accompagnement. Je voudrais simplement vous rappeler que certaines régions ont mis en place, par exemple, des chèques taxis pour que, notamment dans le milieu rural, on n'ait pas aujourd'hui de crainte financière pour aller faire ce geste quand on consent à le faire. Donc il nous faut là aussi, parce que c'est assez facile dans le milieu urbain, de trouver des moyens de transport pour se rendre sur le centre de vaccination, dont le problème principal,
je suis d'accord, est bien celui de l'approvisionnement en doses. C'est notre sujet aujourd'hui. J'ai entendu quelques engagements présidentiels. Nous veillerons évidemment à nous assurer qu'ils soient tenus. Nous avons tellement eu l'expérience d'engagements qui n'ont pas été tenus précédemment par ce gouvernement que nous serons vigilants. Pour autant, accompagnons là aussi, comme des régions l'ont fait, nos aînés en particulier et singulièrement dans des zones dont la mobilité est plus compliquée qu'ailleurs. Je viens maintenant sur la question du CPER. Là encore, nous partageons les grandes orientations, mais nous voudrions tout de même nous assurer qu'on ne soit pas finalement sur des effets d'annonce qui, dans le concret, seraient inaccessibles pour un certain nombre de collectivités. Le contrat de plan, c'est un document stratégique. Ça n'est pas le plan de relance. Je me permets de dissocier les deux philosophies. Le plan de relance est dans l'immédiateté, encore que vous avez retardé cette immédiateté, je ne reviens pas sur le débat que nous avions eu l'année dernière. Mais il vise à relancer l'économie très vite. Le contrat de plan vise à imaginer des infrastructures structurantes sur le moyen terme, voire sur le long terme. Or, nous craignons aujourd'hui qu'un certain nombre de sujets passent à la trappe, qui sont pourtant, et d'ailleurs je pense que certains de mes collègues élus d'autres collectivités, notamment d'intercommunalités, reviendront sur cette question, qui sont des sujets qui peuvent s'avérer structurants pour eux. Peut-être un point, nous sommes à Besançon. J'aimerais bien savoir, mais Madame la maire est partie, et de toute façon, ce n'était pas à nous de nouer un débat direct avec elle dans le cadre de cette assemblée, mais où en est la ville de Besançon sur la RN 57 ? Grand sujet dont nous voyons que l'enveloppe a foncièrement baissé, passant de 8 millions à 4 millions d'euros. Grand sujet dont votre vice-président, M. Ayache, l'homme du pognon de dingue, nous disait à la fin du mois de décembre dans l'Est républicain qu'il estimait que la maire de Besançon avait une hostilité marquée à ce projet. Nous avons lu aussi qu'elle souhaitait plutôt demander aux entreprises de relâcher leurs salariés à des horaires différenciés que d'imaginer cet équipement. Donc moi j'aimerais savoir où nous en sommes, puisqu'il est inscrit dans le CPER et présent à Besançon. J'en pose la question au nom de notre groupe. Je voudrais aussi que nous soyons attentifs à la mise en garde que notre Césaire a lancée dans l'examen de ce document, soulignant, je le cite, « à nouveau des besoins forts mais différenciés en matière d'ingénierie territoriale ». Parce que c'est bien beau d'aligner les millions si nous n'aidons pas des collectivités de taille plus modeste à pouvoir monter les dossiers pour y avoir droit dans l'intérêt de leur territoire. Le Césaire souligne les disparités de capacité entre collectivités à cet égard, qui risquent de s'accroître du fait de la mise en place des différents plans de relance, dont les crédits doivent être consommés rapidement et nécessitent de ce fait une capacité d'anticipation et de réactivité très forte. C'est une mise en garde que nous devons faire nôtre, parce qu'elle est fondamentale dans la logique même de la contractualisation. Et à ce titre-là, je voudrais également être sûr, et là pour le coup, Madame la Présidente, ce reproche ne sera pas adressé à vous-même ni à votre vice-président qui suit les réunions, c'est de savoir si l'État joue parfaitement le jeu. Nous avons, dans les négociations en cours, parfois le sentiment qu'il vaut mieux être en cours avec le gouvernement pour avoir un accueil préfectoral des plus sympathiques. On apprend dans des réunions de concertation où l'on présente les projets que certains sont déjà validés. C'est assez étonnant, puisque vous connaissez le calendrier comme moi, la validation interviendra après les élections régionales, qui auront lieu en juin, car je veux croire que cette fois-ci, on ne les reculera plus. Donc il faudrait que l'État nous rassure sur ce sujet. Il faudrait aussi que nous soyons certains que dans le volet métropolitain, qui est une nouveauté dans ce document, on est bien à la volonté d'une vraie concertation entre Dijon et Besançon. C'est là aussi, et le Césaire insiste là-dessus, un développement nécessaire si l'on veut l'équilibre dans notre région. Aujourd'hui, et encore une fois, nous sommes à la phase d'orientation. Je pose des jalons pour l'avenir. Vous avez bien compris qu'on n'était pas en train de discuter des projets qui seraient portés, mais sur la philosophie même de ce document. Eh bien, nous demandons encore à voir que cet équilibre soit atteint
Et c'est une préoccupation majeure pour notre région. Enfin, l'État aujourd'hui, dans les discussions, demande aux collectivités, et c'est les retours que nous en avons, les intercommunalités, les pays, de présenter des projets qui sont déjà matures. C'est le mot que l'État a à la bouche depuis maintenant plusieurs années. Mais nous sommes dans le cadre d'un contrat de plan. Comment voulez-vous que toutes les collectivités aient des projets d'ores et déjà matures lorsqu'on leur demande de se projeter à des années et des années? Que le plan de relance aille en priorité à des collectivités qui sont prêtes sur un certain nombre de sujets, on peut le comprendre dans le souci de soutenir immédiatement l'économie. Mais nous sommes bien dans un contrat de plan et l'État a tort, et nous souhaitons que la région puisse temporiser les choses dans les discussions à venir, lorsqu'il pousse à ce qu'on porte déjà des projets ficelés. Des projets peuvent ne pas être ficelés et être pourtant structurants pour le territoire des intercommunalités qui sont consultées. Et ça, c'est un enjeu qui nous tient à cœur, parce que c'est à la région de jouer son rôle de chef d'orchestre en accompagnant les intercommunalités dans leurs négociations avec l'État. L'État veut peut-être aligner des projets immédiats, et on comprend bien l'intérêt, même politique, que peuvent porter les préfets au nom du gouvernement sur ce sujet-là. Mais nous avons besoin, nous, dans notre région, de laisser le temps à des projets d'aboutir, et donc on ne peut pas presser, comme on le fait actuellement, un certain nombre d'intercommunalités, car sinon on n'est que dans la courte vue. Or, notre région, c'est en tout cas l'analyse que nous en faisons, dans le déclassement qui est le sien, a besoin de se projeter sur des choses sûres, et il faut pour ça que ces acteurs, et je pense en particulier aux intercommunalités, aient le temps de préparer les dossiers avec notre aide, notre arbitrage et notre soutien. Je vous remercie.